Donc voilà, merci, bonjour. Je me réjouis de cette manifestation qui se tient en Sarre. En tant que représentant de Solande, je me réjouis bien évidemment si la manifestation a lieu ici. Donc c'est la deuxième fois que se tient cette manifestation et j'espère que ce n'était pas la dernière. J'espère que l'année prochaine, la manifestation aura lieu également en Sarre et que nous pourrons continuer à travailler ensemble. Vous disiez tout à l'heure, lors de la pause déjeuner, que la Sarre n'était pas encore bien représentée au niveau de votre association, semble-t-il, mais ce que je peux dire, c'est que je suis prêt à vous soutenir, pas au niveau de l'association, pardon, au niveau de l'étude luxembourgeoise. Donc, nous sommes prêts à participer, à apporter notre concours. Merci. Donc, je passe au thème de mon intervention, qui est le syndrome idiopathique de Parkinson. Si vous essayez d'en savoir plus, vous trouverez qu'il y a peu d'informations en la matière. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des recherches, on indique que les personnes atteintes de Parkinson font souvent preuve de troubles obsessionnels compulsifs. Et maintenant se pose la question de savoir qu'est-ce qui engendre quoi, la maladie, le trouble, ou le trouble, la maladie, ou alors est-ce qu'un trait de caractère. Certains amateurs d'astrologie ou d'autres interprétations vous diront que c'est plus sur la relève plus du caractère que d'autres choses. Donc ça, c'était une petite boutade pour vous dire que c'est un véritable questionnement. Et ce matin, on a parlé du fait que, au-delà des troubles moteurs qui accompagnent la maladie de Parkinson, il y a tout un volet de troubles neuropsychiatriques et c'est ces derniers que j'aborde. Nombreux d'entre vous connaissent d'autres interventions, ce transparent qui reprend un aperçu de toutes les possibilités, de tous les symptômes possibles. Moi, j'ai souhaité surtout mettre en avant tous les symptômes d'ordre neuropsychiatrique. Et bien évidemment, je ne pourrais pas aborder tous ces symptômes individuellement. Ça dépasserait le cadre horaire. Et puis, c'est la dernière intervention du jour. On ne souhaite pas vous assommer avec des informations. Donc l'idée, c'est de vous donner des informations essentielles et pertinentes. Donc, nous avons essayé de savoir quel est l'impact de ces symptômes sur les personnes. Et quand on se penche sur les problèmes neuropsychiatriques, on constate très vite que certains phénomènes de ce type apparaissent même avant l'apparition des symptômes moteurs. Et si on accordait un peu plus d'importance à tous ces symptômes, on pourrait même diagnostiquer bien plus tôt la maladie de Parkinson. Mais malheureusement, ce thème des symptômes neuropsychiatriques ne fait pas encore l'objet de toutes les attentions pour le moment. Et c'est pour cela que j'ai souhaité en parler aujourd'hui. Si j'ai bien compris ce qui a été dit ce matin, il me semble avoir compris qu'il y a un flyer à un des stands qui s'adresse directement aux familles des patients. Donc, il y a une étude, par exemple, où on a analysé 50 patients en Suisse. Donc, ou plutôt, on s'est concentré sur l'entourage de ces personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie, ce n'est pas elle seulement qui est concernée, mais tout son environnement. Donc, nous avons posé des questions directement aux familles pour savoir quel est l'impact psychologique de la maladie de leurs membres de famille sur elles-mêmes, sur leur psychique. Donc voilà ce que j'ai regroupé dans mon tableau. Ce que vous voyez ici, c'est que
Nous avions un groupe où il y avait moins de femmes et plus d'hommes. Pour les personnes accompagnantes, souvent il s'agissait de personnes actives professionnellement, encore mobiles. Et quant à la durée moyenne de thérapie médicamenteuse, vous voyez en moyenne 12 ans, donc ce ne sont pas des patients récents. Ce pourcentage de 26,9 indique qu'il ne s'agit pas de patients qui ont des facteurs de démence, car la démence, nous le savons, aggrave notablement la maladie. Donc, qu'en est-il des familles des patients? Qu'est-ce qui leur a le plus posé problème psychiquement? Donc, j'étais surpris de constater que ce qu'on perçoit le plus rapidement possible au niveau de Parkinson, à savoir le tremblement, n'est pas forcément ce qui gêne le plus les familles. Ce que nous jugerions comme stigmatisant, en fait, n'a pas été jugé en tant que tel par les familles. Mais néanmoins, les troubles moteurs en généraux ont été considérés à 80% comme source de pression psychologique, ce qui posait également beaucoup de problèmes, c'était l'état psychomental, le fait que les patients soient atteints de dépression, d'hallucinations. Au niveau des hallucinations, on constate que les hallucinations n'ont pas engendré autant de pression psychologique qu'on ne le pensait. Donc on voit que les symptômes sont ressentis de façon très diverse selon leur nature. Il en est de même pour les problèmes sexuels. Par exemple, le problème d'impotence posait nettement plus de problèmes que celui d'hypersexualité. Pardon, excusez-moi, le phénomène d'impuissance était beaucoup plus problématique que celui de l'hypersexualité. Enfin, il y a les problèmes de communication. C'est très difficile d'en parler au sein de la famille, mais également d'engager le dialogue avec son médecin. Enfin, nous avons les troubles cognitifs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit immédiatement lorsque la fonctionnalité au niveau du cerveau est atteinte. Donc, lorsqu'on parle de choses vraiment basiques du quotidien, est-ce que je suis en mesure de faire des choses normales du quotidien? Par exemple, mon attention, ma concentration. Ce matin, il y a eu une intervention abordant le thème du sport et qui indiquait que pour les patients de Parkinson, c'est très difficile de faire deux tâches en même temps. Quand on parle avec les patients parkinsoniens, ils parlent également des chutes. On sait que la marche pose problème et très souvent, ils chutent lorsque on leur parle alors qu'ils marchent. Et c'est véritablement ce trouble de l'attention et de la concentration qui est concerné. Comment enrayer cela pour que, par exemple, lorsqu'une personne atteinte de Parkinson, lorsqu'elle se promène, elle soit également en mesure de parler? La concentration est également un élément important. Par exemple, quand on se pose la question de savoir si une personne est encore en mesure de conduire son véhicule, ou alors est-ce qu'elle est en mesure de réagir par rapport à des situations complexes. Mettons un carrefour où les feux ne marcheraient plus subitement. Et que faire lorsqu'on constate qu'il y a les premières difficultés en la matière? Donc, quand on voit les résultats de la recherche qui abordaient tous ces aspects-là, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une prévalence ou une fréquence très différente par rapport à toutes ces questions et que cela est à dissocier distinctement des capacités motrices.
Regardez ce graphique, concentrez-vous sur la partie en bleu. Ici, on a analysé des personnes atteintes d'Alzheimer ou en Alzheimer précoce. Et vous voyez que ces deux groupes, le groupe rouge atteint de démence et le groupe en bleu atteint de Parkinson, on voit que là, les capacités ne sont pas du tout les mêmes, mais que néanmoins, pour un patient atteint de Parkinson, il y a un décalage par rapport à ce qu'on appelle les normes habituelles ou normales. Concernant le phénomène de la démence, je me suis souvent demandé si je devais aborder cela parce que l'association s'appelle Young and Parkinson, c'est-à-dire jeune et Parkinson. Et c'est difficile quand on parle, on s'adresse à un public jeune, de parler de démence qui apparaît dans le stade ultime de la maladie. Mais je suis d'avis qu'il faut en parler parce que le déni ne sert à rien et cela ne sert à rien de fermer les yeux devant une chose à laquelle on sera peut-être confronté d'ici 20 à 30 ans. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'enrayer cette évolution, ce qui signifie qu'il faut en parler le plus tôt possible et qu'il faut se pencher sur ce problème. Ce qui n'est pas bon, c'est quand on refoule et quand on n'en parle pas et qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a une définition claire des formes de démence générées par la maladie de Parkinson et les formes sont nettement distinctes de celles qu'on connaît au niveau de l'Alzheimer. Et plus précoce sera le diagnostic, mieux seront bien évidemment les possibilités thérapeutiques. Ce que vous observez ici, c'est que cela concerne les points suivants: la concentration, l'exécution d'actions, la planification, la conception visuelle, le fait de pouvoir faire appel à certaines capacités cérébrales ou pas, justement. Ces 4 paramètres, ces 4 points nous permettent de faire le distinguo avec d'autres formes de démence, avec des symptômes de démence qui relèvent d'autres maladies et qui n'ont rien à voir avec la maladie de Parkinson en tant que telle. Donc, quand on demande aux patients atteints de Parkinson qu'est-ce qui les gêne le plus au niveau du quotidien, eh bien, ce qui revient souvent, c'est l'anédonie, l'apathie et la dépression. Je vous définirai d'ici quelques minutes ce qu'on entend sous ces termes. Comme je le disais, nous savons que les dépressions procèdent ou apparaissent longuement avant les troubles moteurs. Mais le problème pour le patient et le médecin, c'est de pouvoir faire un distinguo entre l'hyponémie, donc le langage du visage, et les transformations au niveau de la mimique d'un dépressif. Quand on n'a pas l'expérience nécessaire et assez de recul, c'est difficile. Et c'est pour cela que souvent, malheureusement, des personnes atteintes de Parkinson sont diagnostiquées comme démentes ou dépressives, alors que ce n'est pas correct. Et inversement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maladie de Parkinson s'accompagne néanmoins de ce type de troubles spécifiques, mais qui se distingue d'une dépression classique. Et si vous regardez ce transparent, vous allez voir qu'une petite partie par rapport à ce groupe de patients qui souffrent de dépression, mais il s'agissait aussi de montrer que pour les Parkinsoniens, qui souffrent de dépression, les facteurs d'apathie et d'anédonie étaient nettement plus marqués et que cela peut être aussi un symptôme isolé. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Nous savons que ces cercles que vous avez déjà vus tout à l'heure et aussi le fait que tout ne se passe pas seulement au niveau des noyaux, donc cela fait que certains processus sont ralentis et que vous ne pouvez pas plus bouger tel que vous aviez l'habitude de le faire avant. Environ 50% des Parkinsoniens présentent des symptômes d'anédonie.
Cela signifie que je me retire parce que je n'ai pas l'espoir de pouvoir améliorer quelque chose. Je n'effectue plus mes tâches quotidiennes avec la même vitesse parce que cela ne m'intéresse plus. Je m'intéresse de moins en moins pour d'autres choses et je me retire de plus en plus chez moi. Et l'appel de faire beaucoup de gymnastique et de faire du sport, et je suis tout à fait convaincue que c'est un des piliers importants d'une thérapie, échoue souvent parce que les malades se retirent. Et le fait de se retirer, ce n'est pas seulement un manque de motivation, mais effectivement, c'est un facteur de maladie qui peut être dû à la maladie de Parkinson. C'est pourquoi il est tellement important de bien distinguer les choses. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de traitement et on nous pose souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je dois avouer, moi non plus, je ne sais pas vraiment ce que je dois recommander aux malades. Bon, je peux peut-être adapter mieux la médicamentation. Je peux peut-être prescrire des médicaments qui ont un effet sédatif ou de ne pas les prescrire. Pardon. Il y a peut-être aussi la possibilité. Enfin, dans cette étude, on a essayé de travailler avec un médicament qui s'appelle agomélatin, d'améliorer l'état d'anédonie, mais il faut dire que c'est toujours la question de savoir jusqu'où on va avec des médicaments pour corriger certains symptômes et s'il n'y a pas d'autres possibilités dans le quotidien de changer des choses. Bon, ici, ce médicament permet de pouvoir mieux aborder le problème de l'anédonie avec le patient comparé à d'autres antidépressifs qu'on utilise très souvent dans ces cas. Aussi, en ce qui concerne l'apathie, il faut savoir qu'une partie considérable de personnes concernées de la maladie évoque ce problème. Nous savons que l'apathie est souvent liée à un syndrome de fatigue. La fatigue, normalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement dans le tableau clinique du Parkinson. C'est donc une fatigue infatigable qui se fait sentir même lorsqu'on a beaucoup dormi la nuit et même le jour. Et souvent, les Parkinsoniens se trouvent vraiment entravés à cause de la fatigue dans leur qualité de vie. Vous pouvez prendre des photos, je n'ai rien contre, mais j'ai également mis à disposition ces transparents aux organisateurs et vous pouvez tout aussi bien les télécharger sur Internet si cela vous intéresse. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre des photos, vous pouvez avoir toute cette documentation. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je n'ai pas trouvé de bonnes études qui auraient pu prouver quelle thérapie de médicaments pourrait être appliquée. Nous savons, grâce à d'autres maladies, que modafinine et ritaline peuvent avoir un effet. Modafinine et ritaline, ce sont des médicaments que l'on prescrit à des patients qui souffrent d'attaques soudaines de sommeil ou chez des patients qui souffrent du syndrome ADHS, mais normalement le médecin ne peut pas les prescrire. On a fait des essais dans notre clinique, mais le résultat peut être positif parfois, parfois moins positif. Mais je n'ai pas rencontré de malade où j'aurais pu dire avec ces médicaments-là, je peux améliorer quelque chose. Donc ça va toujours rester des essais. La dépression, c'est un des sujets très importants parce qu'en moyenne, environ 45% des patients sont touchés par la dépression. Dans certains groupes d'examen, ça peut atteindre 80%. Ça dépend un peu de la composition de ces groupes de patients. Nous n'avons pas seulement des groupes homogènes et le mieux, c'est de se mettre d'accord sur une moyenne au lieu de parler des
chiffres absolus. Qu'est-ce qui est typique? Ce qui est typique, c'est la dysphorie et l'irritation clinique, mauvaise humeur, et on peut très bien distinguer ceci des patients qui souffrent de dépression endogène. Donc nous pouvons très bien distinguer ou faire la distinction si le patient fait plutôt partie du cercle des malades psychiatriques ou du groupe de ceux qui souffrent de Parkinson. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'il s'agit de la thérapie à l'aide de médicaments. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Premièrement, est-ce que les médicaments que l'on prescrit ont un effet positif sur la dépression d'un côté, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a une mauvaise corrélation avec les médicaments contre le Parkinson? Et un deuxième problème, c'est que certains antidépressifs ne peuvent pas être combinés avec ces médicaments et on risque de renforcer encore quelques effets secondaires. Ce qui est sûr, néanmoins, c'est que il faut vraiment discuter avec le patient pour trouver une thérapie adéquate. Ce dont nous entendons souvent parler, ce sont les hallucinations, mais j'avais déjà dit au début, les hallucinations ne sont pas le problème majeur perçu par les patients et leurs proches, mais plutôt par les personnes non concernées. Beaucoup de Parkinsoniens disent qu'ils ont des hallucinations optiques. Ceci les gêne pendant la phase d'hallucination, mais après, ils peuvent très bien en parler, ils peuvent se distancer, ils peuvent comprendre que la situation décrite ne s'est pas produite. Et je crois que parce que c'est le cas, ceci ne cause pas tellement un vrai problème pour les proches. D'après mon expérience, c'est que lorsqu'on thématise les hallucinations, si on dit qu'il faudrait peut-être changer de médication, beaucoup de patients sont tout d'abord prêts à tolérer les hallucinations avant d'accepter la prise d'autres médicaments. Mais si on est vraiment fortement concerné, si ceci gêne vraiment votre quotidien, il y a bien sûr des possibilités. Et ces possibilités, c'est de bien voir les médicaments, pour voir s'il y a des médicaments qui peuvent provoquer justement ces hallucinations. Et il y a toujours une discussion pour savoir est-ce que ce sont les médicaments ou bien la maladie. À mon avis, c'est un mélange des deux. La maladie forme la base et ce ne sont pas les médicaments qui provoquent ces hallucinations, mais ils tombent sur un sol propice. Donc il faut voir ce que l'on peut faire. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'influencer les facteurs. La plupart des possibilités sont plutôt d'ordre théorique. C'est l'approche de traitement, mais qui ne sont pas admises en Allemagne. Passant aux troubles de comportement, on en a déjà parlé ce matin et c'est tellement important parce que ici, la coopération entre les médecins et les aidants, les proches est presque encore plus importante que la communication avec le patient lui-même. Eh bien, parce que la plupart des malades ne sont pas conscients du problème, et ce sont surtout les proches qui le remarquent. Et parce que dans de nombreux cas, cela fait partie des thèmes tabous. On n'aime pas parler de certains de ces phénomènes et parce qu'on n'en parle pas, on ne peut pas les traiter. Et là où il n'y a pas de traitement, on a l'impression qu'on ne peut pas traiter ces problèmes. Mais ceci n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de raison seulement parce qu'un phénomène apparaît. Voilà, je suis arrivé au bout de mes possibilités thérapeutiques, mais c'est le contraire qui est le cas. Nous pouvons très bien, lorsque nous le savons, faire des pas dans ce sens-là. Vous voyez déjà de quoi il s'agit sur les photos. Il s'agit donc des courses excessives, le fait de manger trop, le fait de jouer et le fait de collectionner des choses ou le pending. Les facteurs de risque les plus accrus pour le pending, c'est que si en amont, et ça on peut l'étudier, si la structure personnelle a été de fait que on avait
on n'était pas satisfait des nouveautés normales. On pourrait dire qu'il s'agit d'une curiosité anormale qui existait déjà avant l'apparition de maladies, sans que, à ce moment-là, j'aurais pu dire qu'il s'agit là d'une pathologie. Ensuite, nous savons que chez des Parkinsoniens avec une dose équivalente L-dopa, parce que vous savez que les agonistes peuvent également être calculés en dose équivalente dopamine et plus la dose est élevée, mais il faut dire aussi qu'il y a aussi des patients qui peuvent donc présenter ces symptômes avec une dose assez réduite. C'est pourquoi il ne faut pas aller jusqu'à la dose maximale, mais il faut essayer de détecter ce symptôme déjà très tôt. Qu'est-ce qu'on comprend par là? L'essentiel, c'est qu'il s'agit là d'un comportement répété, non ciblé, où les activités effectuées par la personne concernée, en règle générale, ne peuvent pas être interrompues à un moment précis. Bon, normalement, cette activité n'est pas effectuée pendant une durée de 24 heures, mais elles sont soumises à un rythme. Bon, il y a aussi une limitation dans le temps, mais cette limitation dans le temps n'est pas à ce que nous considérions comme une mesure normale ou une durée normale. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Et ce sont vraiment des exemples que je vous donne. Chacun d'entre vous pourrait certainement compléter cette liste lorsqu'on se demande quelles sont toutes les possibilités. Qu'est-ce qui est typique pour ce punning? Ce qui est typique, c'est que, disons, ces comportements anormaux proviennent d'un domaine dans lequel on travaillait auparavant et c'est typique pour quelque chose qui était vraiment normal dans la vie privée. Une caractéristique qui sort beaucoup, c'est le fait de démonter des choses ou de ranger des choses ou de mettre de l'ordre dans les choses. J'aimerais bien vous donner un exemple. L'exemple d'une femme atteinte qui range son placard tous les jours ou son armoire. Bon, beaucoup d'entre vous disent, bon, c'est pas grave, lorsque je mets de l'ordre dans mon armoire, comme ça je sais où se trouvent tous mes objets. Question, est-ce que je dois faire ça tous les jours? Est-ce que je dois aussi mettre de l'ordre dans mes affaires la nuit? Et est-ce que ce n'est pas suffisant si j'ai rangé mes serviettes de bain une fois? Donc, ce qui est inhabituel là, bon, ça n'a pas de sens de faire ça tous les jours. Et l'objectif de cette activité est répété tous les jours sans qu'on arrive à une fin. Il y a beaucoup d'autres exemples pour ce punning. Un électromécanicien dont je me rappelle, il a démonté des postes de télévision pour les reconstruire. Vous savez, il y a toujours une petite vis qui reste à la fin et donc on s'y attaque de nouveau. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est les postes de télé qui ont été correctement démontés et remontés correctement. C'est ça les phénomènes. Bon, le problème là-dedans, c'est que souvent ça se passe à un moment et lorsqu'on fait cette activité, on ne dérange pas tellement le conjoint. Il y a beaucoup de couples qui ont dit, bon, au début, je ne m'en suis même pas rendu compte parce que mon conjoint, il s'est levé la nuit, et il a fait ça et moi, je me suis dit, bon, bah, comme ça, je peux dormir tranquillement et il était de retour le matin. Mais c'est ça le problème parce que on ne se rend compte pas ou on pense que c'est normal et tout ce qui est considéré comme normal n'est pas mis en question et n'est donc pas traité. Et les conséquences, c'est la négligence du comportement social. Donc, je me concentre beaucoup plus sur ces besoins et des réactions irritées ou de peur
peuvent survenir lorsqu'il y a une interruption de cette activité. Un autre facteur, c'est que chez beaucoup de ces malades, les troubles de sommeil peuvent être un indice qui pourrait s'agir d'un tel comportement, parce que lorsque vous vous levez la nuit pour démonter le poste de télé, 2 fois la nuit, vous ne pouvez pas être réveillé le matin. Et comme beaucoup de Parkinsoniens se plaignent déjà des troubles de sommeil, on ne pose pas la question, mais on essaye tout simplement on essaye de traiter les troubles de sommeil. Après, les troubles du contrôle des impulsions, ça c'est très important à cause de la fréquence par rapport à la population normale et des patients qui ont eu des agonistes dopaminergiques, mais nous savons aussi que pour certains patients qui ont été traités à la L-Dopa, ceci peut survenir. Donc c'est juste un indice qui montre que avec une médication, la fréquence des troubles de contrôle des impulsions peut être plus élevée que parmi la population normale. Quels sont les facteurs de risque? En gros, ce sont des facteurs similaires que ceux qu'on a déjà vus tout à l'heure. Ce qui vient se rajouter, c'est que on a trouvé que des patients qui, lorsqu'ils n'étaient pas encore reconnus comme malades de Parkinson, ils faisaient déjà preuve de comportement de dépendance, et à cause de la prédisposition du système dopaminergique qui est responsable du système de récompense, parce que la dopamine est quelque chose de positif, non seulement pour le mouvement, mais aussi pour notre système de récompense. Et s'il y a un trouble, nous consommons des substances de récompense et on pourrait croire qu'il y a une corrélation entre des dépendances antérieures et une évolution vers les troubles de contrôle des impulsions. J'ai déjà évoqué le système de récompense. La raison, c'est que lorsque ce système ne fonctionne plus, le signal de stop pour une activité n'a plus lieu et nous réagissons de manière exagérée, donc de manière impulsive. Ça peut être la dépendance au jeu, la dépendance aux courses, la manière de conduire sans égard aux autres. Si on dépend du jeu, sur une addiction au jeu, on peut dire que là, il s'agit de personnes qui, jusqu'à un certain moment, ont toujours été correctes de manière excessive, et ce sont des personnes dont jamais on aurait cru qu'ils pourraient avoir une addiction au jeu. On sait que l'addiction au jeu peut déjà apparaître très tôt, c'est une pathologie à part, mais dans le contexte du Parkinson, eh bien, jusqu'à un certain moment, on ne peut pas détecter de tendance, et ce qui est également inhabituel, c'est que chez les patients du Parkinson avec une addiction de jeu, ils utilisent des petits jeux, donc les slot machines par exemple, ou bien ils jouent au loto de manière excessive. Ce n'est pas tellement le besoin d'aller au casino pour gagner des milliers d'euros ou de dépenser des milliers d'euros, mais c'est plutôt le fait de jouer de manière continue, mais sans qu'il y ait des excès. Je me rappelle un patient qui, tous les matins, était devant son café où il y avait une machine de jeu. Il attendait jusqu'à ce que le café ouvre. Après, il a jeté toutes les pièces qu'il avait. Après, il est retourné satisfait à la maison et il est revenu tous les matins. Jusqu'à ce moment-là, c'était un patient qui vivait très normalement avec sa famille et qui ne présentait aucun symptôme. Au contraire, il avait signé des livrets d'épargne pour tous les membres de la famille et après, ils se sont rendus compte qu'il ne restait plus d'argent sur ces livrets. Mais ce sont aussi des symptômes qu'il faut traiter. Passons au dernier champ thématique, le
le syndrome de la dysrégulation. Il s'agit là de personnes qui ne sont jamais contents de leur médication et ce n'est pas à cause de la posologie, parce que ça se comprend. Moi non plus, je ne serais pas heureux si la posologie n'était pas correcte, mais parce que la médication leur confère un sentiment positif, mais on se demande si c'est vraiment nécessaire. Ce que nous retrouvons auprès de ces patients, c'est que même s'ils restent encore très mobiles, ils souhaitent avoir encore plus de dopamine. Malgré un bon dosage des médicaments, ils se mettent à collecter des médicaments, des pilules, les cacher dans un tiroir, pensant qu'il pourrait se produire une situation où ils en auraient besoin et que très souvent, ce sont des patients qui ont plus d'un médecin pour éviter le contrôle ou le fait qu'on sache quels sont les médicaments qui ont déjà été prescrits. Et au final, nous finissons par avoir de plus en plus de difficultés à trouver une bonne forme de thérapie pour la mobilité, et ce parce que les patients, par le biais d'un surdosage, sont dans une situation problématique. Donc, le fait de cacher des pilules. Ensuite, autre symptôme, le fait d'avoir des réactions agressives lorsqu'on essaie de réduire le dosage. Derrière cette agressivité se cache la crainte de ne pas avoir assez de médicaments pour faire face aux symptômes. En résumé, ce qui m'a paru le plus important de vous transmettre comme message est ce qui suit. Au-delà des symptômes moteurs, vous l'avez entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, il y a des symptômes qui ne sont pas d'ordre moteur et qui influent sur la santé et le bien-être du patient, mais également de son entourage et de son environnement. Et ce, de façon importante. Ces symptômes peuvent être passagers. Et c'est ce qui est au final le plus dangereux, parce que ce qui est passager, on a tendance à l'occulter. Ensuite, ce sont des symptômes qui peuvent être intrinsèquement liés aux médicaments ou alors qui peuvent être une conséquence directe de la maladie. Et c'est là où intervient toute la difficulté, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre ces deux situations. Ensuite, sur le long terme, il se peut que les symptômes non moteurs ne soient pas bien tolérés, alors qu'on en parle moins que des symptômes moteurs. On a tendance à refouler. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui touche à la sexualité, où il y a un grand tabou. Or, c'est un cercle vicieux, on ne peut traiter que ce dont on parle. Donc il est très important qu'au sein du couple, mais également dans le dialogue avec le patient et avec le médecin, il y a de la franchise, de l'ouverture, du dialogue. Ne pas attendre que le médecin vous pose la question, mais directement, mettez les problèmes sur la table, jouez franc jeu, soyez ouverts. Et je sais que certains collègues n'aiment pas aborder ces problèmes parce que ce sont des problèmes, bien évidemment, dont on ne peut pas parler rapidement ou succinctement, et parce qu'il y a un grand tabou. Donc le plus important, c'est vraiment, je vous dirais, d'observer de façon sérieuse et minutieuse les personnes atteintes. Notez cela, communiquez tous vos constats aux médecins, et je vous remercie de votre attention.